François Bayrou vit-il ses dernières heures en tant que Premier ministre? Cette semaine est cruciale pour son gouvernement, menacé par la censure des députés d'opposition. Insoumis, communistes, écologistes ont déjà annoncé leur intention de faire tomber le gouvernement de François Bayrou. Et vous, que pensez-vous de cette instabilité politique? C'est ce dont on va parler avec Jonathan Boucher-Peterson, éditorialiste à Libération. On le disait, Bayrou s'apprête à utiliser dès aujourd'hui son premier 49.3 d'ailleurs depuis qu'il est à Matignon en tant que Premier ministre, pour faire passer les textes du budget. On y reviendra aussi, c'est important de préciser de quoi il s'agit, c'est parfois un petit peu flou. Sauf que du coup, avec ce 49.3, il s'expose à une potentielle motion de censure, c'est-à-dire que les députés pourraient faire tomber, les députés d'opposition pourraient faire tomber Bayrou et son gouvernement. C'est ce qui était arrivé d'ailleurs à Michel Barnier. Michel Barnier sur le budget de la sécurité sociale. Ouais. Sur le budget de la sécurité sociale, donc, ce qui était arrivé il y a quelques semaines. Est-ce que ce contexte, ce cadre déjà est juste? Oui, il est juste. Après, je pense que chacun a suivi le fait qu'il y avait une tentative de la part de François Bayrou en même temps de faire un peu différemment sur la forme. En tout cas, c'est ce qui a été proclamé avec des discussions qui étaient un peu plus ouvertes, qui semblaient un peu plus concrètes, même si elles ont quand même pas donné grand-chose, avec notamment les socialistes, qui pareil, eux aussi avaient un peu changé de pied en se disant on va pas être dans la censure de façon pavlovienne et automatique, on va laisser une chance à la discussion et la négociation. Parce que Barnier, on lui reprochait de surtout se tourner vers le RN. Barnier, oui, c'était un pas de deux, ou en tout cas c'était de rechercher la mansuétude du RN jusqu'à la veille de sa chute, où on se souvient que... J'interromps très rapidement nos discussions pour vous encourager à vous abonner à notre chaîne YouTube si vous ne voulez manquer aucune de nos prochaines discussions et aucun de nos prochains reportages. Vous pouvez aussi profiter de l'espace commentaire pour nous souffler des idées de reportages ou de discussions que vous aimeriez retrouver sur cette chaîne. Je vous laisse tout de suite avec Jonathan Boucher-Peterson. On se souvient qu'il était encore aux 20h à faire de dernières concessions à Marine Le Pen, donc il y avait une option assez claire de ce côté-là. Après, là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, en termes de contenu du budget, on est quand même à 90% dans les mêmes étiages que le budget de Barnier. En revanche, en termes de méthode ou de façon de faire, ou de clin d'œil, ou de façon de se tourner vers une partie du nouveau Front populaire, il y avait en tout cas une affirmation côté Bayrou de dire on va faire les choses différemment, et une ambition collective, donc qui était plus une proclamation qu'une réalité, mais voilà, comment est-ce que le champ républicain arrive d'une certaine manière à s'entendre sans être sous la menace, ou la pression, ou le chantage du Rassemblement national. Une forme au moins de méthode qui était censée être plus cohérente avec le résultat des urnes, non pas sur le fond, mais en se disant que le principal enseignement des législatives au deuxième tour, c'était donc ce front républicain pour dire non au RN, et que c'est donc à ces forces-là de discuter en essayant de trouver une option pour, voilà, non pas forcément voter un budget ensemble, ça on y reviendra, mais au moins ne pas faire tomber de façon aussi rapide le gouvernement Bayrou. Après, c'est quand même juste une incise, mais c'est toujours un peu surprenant d'affirmer que c'est un gouvernement du Front républicain, alors que LR y est quand même largement représenté et que eux, ils n'ont pas appelé au Front républicain. Bon, ça, on rentre dans le détail, mais voilà, l'idée, c'est que le budget qui est présenté est à peu près le même, la méthode n'est pas la même et l'ambition était censée être pas la même. Quand tu dis qu'il y a des clins d'œil qui sont tournés du coup vers le nouveau Front populaire dans ce budget, quels sont-ils ces clins d'œil? En gros, c'était de dire que il y a une affirmation de François Bayrou et de dire que voilà, on avait d'ouvrir une discussion avec le Parti socialiste qui lui-même était demandeur d'essayer d'obtenir des aménagements du budget. Donc c'est plutôt ça les clins d'œil, c'est que le budget il reste avec 32 milliards d'économies sur la dépense publique, 20 milliards d'augmentation d'impôts, et c'est vrai que dans une dynamique de justice fiscale ou de préservation des services publics, ce que les socialistes ont obtenu, on peut pas dire qu'ils ont rien obtenu, mais ils n'ont pas obtenu une réorientation de la politique. Donc c'est vrai qu'on c'est assez. En fait, il y a vraiment deux façons de voir la même réalité. Il y a ceux qui disent qu'il vaut mieux aller obtenir des petits pas, des petites concessions. C'est toujours moins mal que le budget tel qu'il était prévu après être passé au Sénat. Donc ça certes. Et en même temps, il y a ceux qui disent voilà, tout ça c'est une façon d'accompagner la continuité. Et même s'il y a des petites choses qui ont été obtenues, mais qui sont essentiellement des non-reculs plutôt que des avancées, ça suffit pas à maintenir et les grandes orientations de ce budget et un gouvernement qui compte par exemple Bruno Retailleau à l'intérieur. J'ai directement envie de te poser une question sur laquelle d'ailleurs tu avais, je crois, écrit un billet il y a quelques semaines. Est-ce que selon toi, on peut aujourd'hui se considérer comme un député de gauche et pour autant ne pas voter
la motion de censure de Bayrou et donc s'inscrire... Je pense que moi j'ai eu tendance à y répondre de façon assez binaire, mais d'une certaine manière c'est assez malhonnête, parce que je pense que dans la tête, si on prend le cas des députés socialistes, c'est vraiment tempête sous un crâne, quoi. C'est très compliqué, parce qu'on peut, comme je le disais, on peut voir les choses de deux façons différentes, parce que le fait de faire tomber ce gouvernement, ça veut dire aussi pas de budget pour le pays. Donc il y a un certain nombre de gens dont on ne peut pas douter de la conscience de gauche qui disent le pays n'a pas besoin de ça maintenant. Enfin, c'est ça qui est compliqué, en fait, c'est il y a des gens qui considèrent que la stabilité, le fait de pouvoir quand même avoir un certain nombre de financements aussi pour le monde économique ou le monde associatif, ou en tout cas simplement les services publics, enfin en gros ce statu quo, cette espèce de glaciation et de chaos, enfin pas de chaos, c'est trop fort, mais d'instabilité, ou en tout cas une période d'incertitude que viendrait faire naître une nouvelle censure, elle n'est pas bénéfique pour le pays, et ces mêmes personnes peuvent dire, et en même temps ça ne veut pas dire qu'on soutient le budget. Donc la position même des socialistes qui sont opposés à la censure, c'est de dire on n'aurait pas voté ce budget. Mais d'ailleurs à chaque fois que la question s'est posée en commission, comme en commission mixte paritaire, pour ceux qui ont suivi, les socialistes n'ont pas voté ce budget. Donc ce qui est difficile à faire passer comme message politique, c'est on ne soutient pas ce budget, mais on considère pas que ce soit vertueux de faire tomber ce gouvernement. Voilà, ça c'est donc pour des gens qui ont une vision plus de rupture, par exemple, que ça offre évidemment un boulevard aux insoumis, et qui sont d'une certaine manière eux aussi dans leur cohérence, dans leur c'est pas absurde que les insoumis disent nous on veut faire tomber ce gouvernement parce qu'il est de droite et on veut proposer une alternative via une dissolution ou via, de façon plus hypothétique, une présidentielle anticipée. Donc j'allais fait un autre billet pour dire que chacun était dans son rôle. D'une certaine manière, il n'est pas anormal que les socialistes soient dans une posture un peu moins maximaliste en disant les petits pas c'est pas rien, le pays et certaines populations en ont besoin, et en même temps c'est très difficile politiquement quand il y a un rejet du macronisme et de sa perpétuité, non, c'est un bon lapsus, de sa perpétuation plutôt via Barnier puis via Bayrou, même si c'est pas exactement le macronisme pur et parfait, mais voilà, des grands équilibres où on touche pas vraiment à la politique de l'offre, où on continue quand même à faire une baisse assez historique de la dépense publique. Voilà, tout ça pour un électeur de gauche c'est compliqué à digérer, pour un parlementaire de gauche c'est difficile à assumer, donc voilà, donc il y a une équation qui est très compliquée pour les socialistes, qui de façon aussi un peu sont eux-mêmes très divisés, quoi. On sait qu'il y a ce parti il s'est réancré au sein de la gauche via la NUP, via le nouveau Front Populaire, et ça lui a fait du bien. En même temps, il n'est pas exactement le décalque de LFI, sinon il serait LFI, et sinon ce serait une logique de parti unique. Donc voilà, comment arriver à faire vivre une singularité dans un moment où aussi où tout le monde est très polarisé et où voilà, on a une tentation de voir les choses en blanc ou en noir, quoi. J'en profite pour saluer les viewers de Mathéus et remercier Mathéus pour son raid. Soyez les bienvenus. Alors peut-être du coup des viewers du côté de la Belgique, qui vient d'avoir du coup depuis hier, je crois, son nouveau gouvernement. Voilà, qui connaît bien ces périodes d'instabilité institutionnelle, qui a tendance on a eu l'occasion d'en parler, c'est rigolo, en France, quand il y avait cette Assemblée nationale très polarisée, certains disaient, mais regardez, en Belgique, on arrive à faire... Mais il y a des cultures qui sont aussi assez différentes. C'est que nous, on l'a dit depuis le début, depuis la dissolution, qu'il y avait un enjeu d'apprentissage du parlementarisme. Il est compliqué, cet apprentissage, il est poussif, il est pas parfait. Après, voilà, c'est compliqué parce que on a une culture très 5e République, on a une culture très bloc contre bloc, on a une culture où normalement le président de la République dispose d'une majorité claire et n'a pas tellement ni l'habitude ni l'envie de composer, négocier avec ses oppositions. Là, il se trouve qu'il y a une espèce d'obligation, sachant qu'à gauche, c'est d'autant plus difficile à digérer qu'il y a ce sentiment de contournement des urnes et de dire, même si le gouvernement du nouveau Front Populaire aurait peut-être été renversé, il ne faut pas non plus le nier, il y avait une forme de légitimité institutionnelle à ce que le premier a tenté sa chance, la première en l'occurrence, ce soit à l'époque Lucie Castet et les forces de gauche qui étaient arrivées en tête en termes de nombre de sièges au terme du deuxième tour. Donc voilà, tout ça est compliqué, c'est un apprentissage pour nous aussi, parce qu'on a des réflexes dans la façon d'observer les choses qui sont un peu typés parfois, mais bon voilà, c'est une période qui est difficile de qualifier d'enthousiasmante, quoi. Il faut espérer qu'elle soit au moins un point d'appui pour progresser. Pour l'instant, on a le sentiment de vivre un peu un jour sans fin, quoi. Et dans le chat, Cyrano nous dit ne fantasmez pas trop sur la Belgique, c'est un peu le bazar ici. Mathéus nous dit depuis ce matin, donc le nouveau gouvernement. J'imagine que vous en avez parlé dans le stream de Mathéus. Alors vous l'aurez remarqué, du coup, là ce matin, nous ici, en tout cas ce midi, on parle de l'actualité politique en France. Et j'ai plusieurs questions dans le chat. D'ailleurs, vous voyez aussi dans le chat un sondage auquel vous pouvez participer sur
vos pronostics sur la chute potentielle du gouvernement Bayrou. Pour l'instant, il y en a 67% qui estiment que non, le gouvernement Bayrou ne risque pas de chuter, et 33%, après, 38%. On peut peut-être juste rappeler donc qu'est-ce qu'il faudrait comme configuration pour qu'il chute, parce que on voit que les regards sont braqués sur et les socialistes d'un côté et le Rassemblement national de l'autre. Ceux qui vont déposer la motion de censure, ils l'ont dit depuis toujours, et comme je le disais, il y a une forme de cohérence, c'est les insoumis. Ont prévu de la voter les députés communistes et les députés écologistes, s'interrogent et sont très divisés sur le sujet, même s'ils auront probablement la proclamation d'une position, c'est les socialistes. Et pareil, côté RN, il y a une réunion dans l'après-midi pour fixer une position qui, elle, pour le coup, sera suivie de façon, le doigt sur la couture par l'ensemble des députés. Mais voilà, il n'est pas acquis que le RN décide de censurer cet après, mais pour que le gouvernement tombe, il faut que 100% des députés RN votent la censure et qu'au moins 23 députés socialistes la votent, en plus des insoumis, en plus des communistes, en plus des écologistes. Voilà, on arriverait du coup à une majorité absolue. Parce que là, du coup, on arrive à une majorité absolue. Mais voilà, et ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est qu'il y a d'un côté cet enjeu de faire tomber le gouvernement, et de l'autre côté, même si mécaniquement le 49.3 et avec un gouvernement qui tombe pas fait que ce budget s'appliquera, en termes de soutien au budget, les seuls qui soutiennent le budget tel qu'il est, c'est ce qu'on appelle le bloc central, mais qui est surtout le bloc des centristes et de la droite. Donc en gros, les différents partis de l'ancien bloc présidentiel et LR. Mais comme je le disais au début, que ce soit, il n'y a pas de l'ensemble de la gauche à voter contre ce budget. Après, c'est simplement ceux qui, en termes stratégiques ou en termes même de culture politique, considèrent que ce budget doit amener à la chute de ce gouvernement. Et côté LFI, c'est clairement l'enjeu de faire monter encore la pression avec à minima une dissolution. Et ça, le RN s'y prépare aussi. Et surtout, l'enjeu dont on parle régulièrement, mais qui finit quand même par apparaître comme un fantasme, même si certains nous disent que c'est inéluctable, c'est l'enjeu d'une présidentielle anticipée, quoi. Est-ce que le budget sur le fond, il déplaît au RN, à l'extrême droite, et à la gauche, du coup pour des raisons similaires ou pour des raisons différentes, ou c'est surtout sur la forme? Non, le 49.3 donne un prétexte aussi parce que c'est un passage en force, contournement de l'Assemblée, donc c'est dans ce genre de contexte que l'Assemblée peut avoir envie de réaffirmer sa primauté en disant vous pouvez pas avancer sans nous. Après, non, oui, ce budget il est largement rejeté par une majorité de l'Assemblée. C'est pour des raisons évidemment différentes. Après, il y a aussi des lignes de force communes sur le fait que les efforts soient demandés un peu toujours aux mêmes, que en termes de pouvoir d'achat, ça pèse encore sur les Français, le fait que un certain nombre de services publics doivent faire des coupes assez importantes, mais c'est sûr que sur les questions écologiques, ça braque à gauche et le RN n'en fait pas un sujet. Sur les questions du prix de l'électricité, ça c'est quelque chose sur lesquels on peut avoir et à gauche et au RN une conscience commune. Donc il y a mais voilà, ce budget il est minoritaire, hein. S'il était majoritaire ou il passerait par le vote, c'est toujours pareil, hein. Ouais. Donc voilà, ça sert à faire passer un budget minoritaire qui en plus n'est pas donc on est de toute façon dans des situations qui sont très imparfaites. Après, ce qui est sûr, c'est que faire tomber ce gouvernement-là, on ne sait pas exactement ce que ça donne. C'est-à-dire que le plus probable, c'est quand même que ça donne la nomination d'un nouveau gouvernement, enfin, qu'on retarde cette application d'un budget pour la France. C'est pas absurde de dire que la France a besoin d'un budget. C'est ça qui est compliqué, c'est que la situation dans laquelle on est depuis le début de l'année, depuis la fin de l'année dernière avec la nomination de François Bayrou, chacun sait que c'est pas une situation qui est durable. Donc ça fait quoi concrètement de pas avoir de budget? Parce que je disais que par exemple, la ministre du Travail, Catherine Vautrin, elle sort un peu ce chiffre-là, de dire que ça coûte 12 milliards d'euros au total. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, donc ça, il y a une dramatisation. Évidemment, côté Bercy, il y a eu des chiffres qu'on moulinait la semaine dernière pour nourrir les éléments de langage du gouvernement. Donc la fois précédente, c'était Elisabeth Borne qui disait les cartes vitales passeront plus. Voilà, il y a cette idée de... En fait, on bascule pas non plus dans un monde de chaos absolu. Simplement, il y a un certain nombre de crédits. Le budget, c'est la capacité pour l'État d'agir. Donc après, on peut considérer qu'il n'agit pas suffisamment dans le bon sens, mais par exemple, c'est-à-dire que là, pour l'instant, on est dans l'application du budget 2024 par le biais d'une loi spéciale qui avait été votée, donc qui permettait d'avoir une forme de continuité de l'État, mais il n'y a plus aucune décision politique qui peut... C'est-à-dire, si on décide qu'elle soit positive ou négative, on est dans un truc un peu où plus rien ne bouge et où l'État est un peu au ralenti, quoi. Donc c'est... et puis voilà, puis après, les taux d'intérêt
l'intérêt de la dette française. Voilà, il y a pas mal d'éléments. En tout cas, ça crée un regard sur le pays aussi, qui est un pays en crise permanente, quoi. Okay. Donc c'est pas pour ça qu'il faut être prêt à accepter toutes les couleuvres et que c'est un budget à n'importe quel prix. Et voilà, le pari des socialistes et la ligne de crête, c'était de dire voilà, on va essayer puisque ce gouvernement accepte de discuter, on va essayer d'en obtenir le maximum pour quand même faire passer ce budget d'un budget complètement de droite à un budget un peu moins de droite. Après voilà, même les socialistes considèrent qu'ils n'ont pas obtenu tout ce qu'ils espéraient, mais donc c'est compliqué d'avoir un avis. Nous, on est avec Thomas Legrand, on en parle tous les jours et on est payé pour avoir un avis au quotidien sur ces choses-là. Comme on n'est pas non plus des militants politiques, c'est trouver. Ce qui est sûr, c'est que c'est le bordel, quoi. Je prends plusieurs questions du chat, notamment celle de Tranche. Est-ce que Bayrou n'a pas déjà raté son idée de renouvellement politique après Barnier, repasser par des 49.3 alors qu'il souhaitait les éviter? Même si aucune censure ne passe pas, c'est un échec en soi. L'usage du 49.3, on savait que quand même c'était le plus probable. L'enjeu, si vous vous souvenez des termes, le petit discours qu'il y avait au moment de la nomination de François Bayrou, c'était d'obtenir une forme d'accord de non-censure. Donc c'était de dire à quel prix vous êtes prêt à ne pas censurer ce gouvernement. C'était pas tant on va construire un budget qui sera suffisamment de gauche pour que la gauche le vote. Ça a jamais été un sujet pour les socialistes de voter le budget et ça a jamais été un fantasme du côté de François Bayrou d'avoir un vote positif des socialistes. Donc à partir du moment où l'ensemble du NFP et le RN ne votent pas ce budget, le 49.3, c'était honnêtement, personne ne s'attendait à autre chose, quoi. Après l'enjeu, c'est est-ce que ce 49.3 déclenche, puisqu'il y a une motion de censure qui est déposée, un vote de censure ou pas? Et c'est là où, et je rappelle, encore une fois, la question, elle se pose chez les socialistes, elle se pose aussi du côté du RN. Et ce qui est quand on regarde les électeurs du Parti Socialiste, en tout cas les sympathisants de gauche qui se considèrent sur l'échiquier proche des socialistes, eux aussi ils sont un peu schizophrènes, ou en tout cas un peu dans une forme de dualité. C'est que ce budget ne les satisfait pas, et en même temps quand ils sont interrogés sur est-ce qu'il faut que les socialistes continuent à discuter avec le gouvernement pour essayer d'obtenir non pas des grandes victoires mais des petits pas, il y a plutôt une majorité d'électeurs de cette gauche-là qui le veut. Quand on va chez les Insoumis, c'est tranché totalement différemment. Ils sont pas du tout dans cette logique-là, ils sont dans une logique de rejet de tout ce que peut faire Bayrou et de dire voilà, il faut retourner aux urnes. Et voilà, après retourner aux urnes, c'est une chose, remporter les élections et pas retomber dans la même situation de morcellement, c'est encore autre chose. Honnêtement, on aurait envie d'y croire, mais le nouveau Front Populaire est forcément un peu impacté par ces différences de stratégie, même si elles sont cohérentes à l'aune d'une gauche plus de rupture, plus radicale, et une gauche qui est un peu moins radicale et un peu plus dans la culture du compromis. Voilà, après moi je pense qu'il faut éviter de se dire les purs d'un côté, les traîtres de l'autre. C'est aussi la diversité de la gauche, de ne pas être en permanence en bloc et uniforme, sinon encore une fois, dans ces cas-là, faites un parti unique, quoi. Ouais. On nous demande aussi dans le chat quand est-ce qu'intervient le vote pour la motion de censure. Ça, c'est plutôt mercredi. Ouais, ça va être déposé aujourd'hui, déposé dans la foulée du 49.3, et après, oui, ça prend toujours 24-48 heures. Et aujourd'hui, on devrait avoir des éléments de réponse sur les intentions des uns et des autres, quoi. Voilà, PS est en bureau national, en fait, donc l'instance dirigeante du parti, et la position du parti s'applique au groupe. Donc là, je crois qu'il y a d'abord le groupe qui doit faire le compte-rendu aux instances du parti des discussions budgétaires, notamment de la commission mixte paritaire, et après le bureau national qui est l'instance démocratique, dans laquelle tous les députés d'ailleurs ne sont pas représentés. Il suffit pas, un député n'est pas par nature au bureau national, et un membre du bureau national n'est pas forcément un député. Mais c'est la direction, c'est le lieu de discussion démocratique du parti. On se souvient que la dernière fois, par exemple, Boris Vallaud, le président du groupe, et Olivier Faure, le premier secrétaire, étaient plutôt favorables à la censure lors de la précédente motion de censure, et que c'est une majorité du bureau national qui a imposé ses vues en disant non, on rentre dans ce schéma de discussion exigeante avec l'espérance d'obtenir des choses. Donc voilà, Olivier Faure, il est aussi confronté à un parti qui est, ça fait des années que c'est comme ça, mais qui est un peu coupé en deux. On parle des divergences à gauche, mais il y a aussi même des divergences au sein du PS. Il y a toujours ces deux lignes en disant ceux qui ont joué le jeu de la NUP, j'allais dire acte 1, avec des LFI très très dominants dans la foulée de la présidentielle et des législatives 2022, un nouveau Front Populaire plus équilibré quand même dans le rapport de
force, puisque voilà, le groupe socialiste a aussi eu plus de députés, les Insoumis un peu moins, et que donc on était plus dans une forme de cohabitation à armes égales. Mais il y a des gens au PS qui voilà, considèrent que tout ce qui est frayé avec LFI est une compromission, et donc veulent absolument que le PS se détache et discute avec hypothétiquement un centre, voire un centre-gauche. Le problème, c'est que la ligne plus François Hollande, ça, c'est la ligne François Hollande, c'est la ligne Philippe Brun, c'est la ligne Nicolas Maillard-Rossignol, Carole Delga, Anne Hidalgo. Voilà, c'est des gens qui aussi, quand il y a eu cette hypothèse Bernard Cazeneuve, un peu hypothétique, mais on ne sait pas trop si c'était un leurre ou une réalité, voilà, qui était évoqué comme un potentiel Premier ministre. Moi, personnellement, je ne pense pas que Macron l'ait vraiment eu en tête, mais voilà, ça a été déjà un objet de débat. Il y avait toute cette moitié du parti qui voulait y aller. Qui a été ministre sous François Hollande. Qui a été ministre de l'Intérieur, qui a été Premier ministre à la fin du quinquennat de François Hollande aussi, qui a quitté le Parti socialiste dans cette période de NUP, qui n'avait pas appelé au nouveau Front populaire. Donc voilà, pour beaucoup de raisons, c'était difficile pour la gauche de se dire c'est l'homme de la situation, et c'était surtout un espèce de leurre pour essayer d'éviter de prendre quelqu'un issu du nouveau Front populaire, Lucie Castet ou autre. Calistera dans le chat nous demande qu'est-ce que le pays a à gagner ou perdre objectivement à gagner de plus si la gauche vote la censure. Bah après, c'est pas tant la censure en tant que telle, c'est la dynamique politique qui est censée créer cette censure. C'est que les gens qui sont partisans de la censure, au-delà de c'est notre façon, j'allais dire, claire et nette de nous opposer à ce gouvernement, c'est de dire que si le gouvernement Barnier a été censuré, si le gouvernement Bayrou est censuré, ça doit montrer en fait l'espèce d'impasse dans laquelle on est actuellement, et donc ça justifierait de retourner aux urnes. Donc le truc, c'est que là, pour qu'il y ait une nouvelle dissolution, c'est forcément à l'été prochain. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est qu'entre maintenant et l'été prochain, il n'y aura pas de dissolution parce que c'est interdit. Il y a pas c'est même pas Macron veut pas, c'est que ça n'est pas possible. Donc après il y a cet enjeu de dire est-ce que entre maintenant et l'été, il vaut mieux que François Bayrou reste et entretenir un espèce de dialogue exigeant texte par texte pour essayer d'infléchir avec toujours cette menace de la censure qui reste sur la table, ou est-ce que il faut le faire tomber tout de suite, quitte à avoir une sorte de Bayrou bis ou quelqu'un d'autre issu du centre ou du centre droit pour à peu près la même équation, et une espèce de renouvellement. Mais on a quand même compris du côté d'Emmanuel Macron que la perspective de déclencher une présidentielle anticipée n'était pas exactement dans sa psychologie, et en fait voilà, à part les Insoumis, il y a quand même pas grand monde qui maintient qu'ils y croient mordicus. Donc c'est plus de pousser voilà, la censure, certains veulent l'utiliser simplement comme un acte de dire c'est le seul moyen d'être clair et net pour s'opposer, et d'autres pour enclencher une dynamique qui, d'après eux, mais je suis même pas sûr qu'ils y croient concrètement, c'est toujours compliqué à digérer, considèrent... Qu'est-ce qu'il y a entre Thomas Legrand et Hugo ? C'est une question que je vais te poser juste après. Bon, on va y répondre, il y a une pluralité. Non, voilà, donc c'est l'enjeu. Est-ce qu'on de la crise institutionnelle à la crise de régime, c'est toujours cette dynamique-là. Voilà, maintenant, est-ce que la censure amène forcément à de nouvelles élections ? Non. Est-ce que la multiplication des censures rend d'autant plus inéluctable une dissolution en juillet, peut-être. Après, voilà, je pense que c'est compliqué. Chacun a des lectures personnelles, et il y a une part stratégique, et qu'est-ce qui est compréhensible aussi par l'opinion. Est-ce qu'on peut ne pas censurer et continuer à dire on est dans l'opposition ? Voilà, on est dans d'habitude, c'était beaucoup plus simple. Hein. Alors la question par rapport à Thomas Legrand, qui est également éditorialiste ici à Libération, est la suivante. Y a-t-il des divergences ou au contraire une compatibilité entre Thomas Legrand et vous en termes d'opinion ? Puisqu'on se souvient de votre édito auquel je faisais référence, peut-on se dire de gauche et ne pas voter la censure ? Et celui de Thomas Legrand aujourd'hui répondant l'inverse. Thomas Legrand, oui. Après, c'est pas vraiment des divergences. Quand je disais que c'est tempête sous un crâne socialiste, un peu la journée en ce moment, je pense qu'on incarne par nos deux sensibilités cette réflexion-là, quoi. C'est qu'il y a effectivement, ce budget, si on le qualifie si on le décrit en disant 32 milliards de baisse de la dépense publique, qu'on remet dans la séquence la circulaire de Bruno Retailleau, les mots de François Bayrou, voilà, si on est le recul sur les questions écologiques, voilà, si on est là-dessus, effectivement, ça répond pas à ce que peuvent être les valeurs d'un électeur ou d'un parlementaire de gauche, donc ça doit amener assez naturellement à la censure. Après, ça s'entend aussi, et c'est ce que j'ai essayé de dire, de tenir les deux bouts, c'est que la censure, c'est pas parce qu'il y a censure qu'il y a forcément une nouvelle politique plus de gauche qui va être mise sur la table. Peut-être il y a des gens, Thomas il est plutôt sur cette ligne-là en disant que lui il considère qu'il n'y a pas d'alternative crédible, ou en tout cas compacte et suffisamment nombreuse du côté de la gauche et puis il n'y a pas surtout
surtout la possibilité, enfin, il n'y a pas surtout l'hypothèse qu'Emmanuel Macron, parce que François Bayrou serait censuré, dirait bon ok, j'ai compris, j'arrête et je me tourne vers la gauche. Donc on risque d'être dans une forme de répétition de cette équation-là, et qu'il vaut mieux ne pas faire tomber ce gouvernement et essayer d'en obtenir le plus semaine après semaine. Moi honnêtement, Thomas m'a proposé qu'on fasse, parce qu'on en parle évidemment ensemble avant de savoir ce qu'on écrit l'un l'autre, c'est objet de discussion. On voulait faire ce qu'on appelle un pif-paf, c'est-à-dire l'un pense blanc, l'autre pense noir, ou rouge et bleu, enfin les couleurs que vous voulez, donc un truc très marqué. Et moi je lui disais qu'autant il y a une semaine j'étais très clair et net, autant là aujourd'hui en me levant ce matin, j'entends les deux arguments et je pense que chacun est un peu partagé en fonction du moment de la journée, en fonction de la dernière personne qu'il a entendu. Voilà, moi je suis pas un aficionado de faire tomber pour faire tomber. En même temps, quand j'entendais Bruno Retailleau ou François Bayrou, je me disais putain, c'est quand même pas possible de maintenir ce gouvernement et d'avoir ça par ailleurs. En même temps, je me dis que le faire tomber, c'est pas du tout la garantie que Bruno Retailleau sera plus ministre de l'Intérieur et que François Bayrou sera plus Premier ministre. Donc voilà, chacun, et je pense que dans le groupe socialiste et plus largement à gauche, c'est des questions qui se posent beaucoup, quoi. Justement, sur l'avenir aussi de la gauche unie, plus ou moins unie, en tout cas, une question de Skito12 dans le chat qui demande si le PS ne vote pas la censure, la gauche ne risque-t-elle pas d'être plus divisée que jamais, avec un risque de voir disparaître la gauche dans les futures élections majeures ? Alors, ce qui est sûr, c'est que si comme je le disais, moi j'avais fait un autre édito en disant que à l'égard du gouvernement Bayrou, socialiste et insoumis divergent, mais il n'y a pas de quoi en faire un drame. Après, tout dépend. Enfin, il peut y avoir aussi l'acceptation d'une forme de différence de sensibilité, ce qui ne veut pas dire que quand il s'agit de se présenter à des élections autour d'un programme commun, cette dynamique n'existe plus. Il y a eu un truc qui s'est passé, un événement qui était intéressant le 29 janvier, donc là en fin de semaine dernière, il y a eu ce qui s'est appelé les vœux de la victoire qui ont été organisés, où il y avait toutes les sensibilités de la gauche qui étaient réunies, notamment donc Lucie Castet, Manon Aubry, Benjamin Lucas, François Ruffin, Clémentine Autain, des gens du monde associatif, donc voilà, donc ce qui est un peu l'essence du nouveau Front Populaire, pour montrer que ça existe encore, avec cette exigence de quand il s'agira de concourir à une élection pour offrir une alternative, il n'y a pas d'autre solution pour la gauche, et c'est aussi une exigence des électeurs de gauche que de mettre en valeur et mettre en mouvement et en dynamique ce qu'il y a de commun à gauche, et il y a beaucoup de commun à gauche, ce qui ne veut pas dire qu'il y ait une uniformité ou une seule façon légitime d'être de gauche en ce moment. Chacun tâtonne un peu, quoi. Donc non, je pense que après, évidemment, que quand on entend les insoumis dire que ne pas voter la censure, c'est soutenir le gouvernement Bayrou, effectivement, on est dans une façon de poser les choses qui a tendance à polariser et à rendre un peu difficile les pas en arrière. Mais derrière les positions de Jean-Luc Mélenchon et de son premier cercle, même chez les députés insoumis, il y a des positions qui sont plus nuancées que ça. Donc j'allais dire, le problème de ce genre de situation, c'est qu'elle n'est pas tellement propice à la nuance en fait, quoi, et qu'on est dans un moment où chacun est où chacun est un peu dans l'interrogation sur c'est quoi le meilleur moyen d'être utile au pays, aux gens qui en ont besoin, voilà. Donc est-ce que c'est la rupture pure et dure en disant pas le moindre début de discussion avec le gouvernement Bayrou, ça c'est de la position insoumise. Après il y a eu une position qui était intermédiaire, qui était aussi intéressante, c'est celle des communistes et des insoumis qui ont voté la première censure un peu comme un coup de semonce, ce qui les a pas empêché de continuer les discussions avec le gouvernement Bayrou, de considérer qu'à l'aune de leurs exigences, le compte n'y était vraiment pas, et sur les questions écologiques, c'est le moins qu'on puisse dire, donc ils s'apprêtent à revoter la censure. Il y avait presque trois nuances à gauche. Il y avait les insoumis, voilà, pur et dur. Il y avait communistes et écolos au milieu qui étaient dans un pas de deux un peu plus côté censure. Et puis il y a le Parti Socialiste qui a essayé de jouer une autre partition. Après, je pense pas qu'il faille aller dans les logiques de qui est traître, qui est pas traître, quoi. C'est chacun fait un peu comme il peut avec ce qu'il a, et c'est complexe. Maintenant, je pense qu'il y a suffisamment chez les parlementaires et chez les responsables de gauche la lucidité sur le fait que c'est pas en allant chacun de son côté que la gauche a une chance de peser. Après, voilà, il faut cette culture du compromis ou de la discussion qui doit sûrement encore progresser à l'Assemblée. Je pense que les socialistes, ils ont clairement joué le jeu, et c'est plutôt le gouvernement Bayrou qui n'a pas suffisamment répondu à cette démarche des socialistes. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas se tromper de coupable. Après,
vous voyez que je tourne autour du pot, hein, parce que c'est compliqué c'est compliqué d'avoir une position claire et entière sans choisir son camp, quoi. Après, donc moi je comprends tout le monde, et je pense surtout que l'enjeu c'est d'être rassemblé quand il s'agira d'être rassemblé. Il y a une question dans le chat sur un point très concret du budget. La commission mixte paritaire a acté une grosse baisse des fonds alloués à l'AME. Est-ce que ça n'aurait pas dû être un point de rupture pour les participants revendiqués partis de gauche à ces discussions et par conséquent à l'adhésion à une motion de censure? L'AME, à la base, quand le texte est sorti du Sénat, la baisse devait être beaucoup plus violente, et on sait à quel point, bon, évidemment le RN, mais notamment LR, a fait de l'AME un espèce de totem, chiffon rouge, qui t'a raconté un peu n'importe quoi sur le sujet. L'AME, donc c'est l'aide médicale d'État, c'est le droit pour des personnes qui sont sur notre territoire de façon irrégulière, donc des sans-papiers, enfin en tout cas des immigrés en situation irrégulière, d'avoir accès à un panier de soins qui est en fait d'abord évidemment une façon de les prendre en charge avec un devoir d'humanité, mais qui est aussi une protection de la société française vis-à-vis d'un certain nombre de pathologies et de maladies, de virus ou qui pourraient créer des épidémies, qui pourraient être un coût supplémentaire même pour l'assurance maladie. Donc ce qui a été, alors c'est marrant parce que les gens de gauche, et je l'entends, hein, nous on préférait que l'AME n'ait pas été touchée du tout, mais par rapport à ce qui était prévu par le Sénat, il y a plutôt eu une négociation qui a été favorable aux socialistes et qui a été quelque chose qui a été imposé à LR, parce que le bloc central, il faut qu'ils arrivent à tenir LR tout en donnant des gages aux socialistes. Donc voilà, c'est aussi un exercice qui est complexe pour eux, mais bon, chacun sa croix. Donc ça a plutôt été vécu par la commission mixte paritaire comme un gain pour les socialistes et quelque chose qui a été imposé à LR. Et effectivement, d'un point de vue idéal, on aurait préféré que l'AME ne soit pas touchée du tout. Mais donc voilà, donc c'est mais je pense qu'il ne faut pas caricaturer totalement. J'allais dire, le principe même de l'AME n'a pas été remis en cause. Hein. Je rappelle que côté LR, c'était plutôt la création d'une aide médicale d'urgence qui réduisait énormément les critères pour y avoir accès et le type de soins qui était pris en charge. Donc ça, la philosophie de l'AME n'est pas touchée. Et sur un plan budgétaire, ce dispositif est beaucoup moins impacté qu'il l'aurait été si les socialistes n'étaient pas dans le jeu, quoi. Dans le chat, Attila le deuxième fait une référence à Lionel Jospin, et ça tombe bien parce que je voulais justement en parler. Il dit, en tout cas les dernières sorties de Jospin m'ont rappelé pourquoi il avait perdu en 2002 et aussi que 23 ans après, il n'avait toujours pas compris. Alors il fait référence au fait que ce week-end, Lionel Jospin, ancien Premier ministre, donc socialiste, avait appelé les députés de gauche à ne pas voter la censure. Toi, comment est-ce que tu as reçu cette position de Lionel Jospin, et puis en même temps, est-ce que tu peux répondre à une question que je me pose quand je vois ce genre de prise de position? Est-ce que ça ne fait pas complètement de l'avis de Lionel Jospin sur cette question? Non, on s'en il pèse en vrai. Non, je pense qu'il pèse pas. Il donne un point d'appui parce que c'est quand même j'allais dire, autant l'expérience du quinquennat Hollande, c'est une expérience récente et c'est une source de... il n'y a pas beaucoup de gens à gauche qui se placent dans cet héritage-là, hein, que ce soit les Insoumis de façon historique, même chez les socialistes, la façon qu'a eu Olivier Faure de prendre la tête du PS et de réancrer le PS à gauche, ça a été avec un devoir d'inventaire nécessaire et du coup assez sévère avec ce qu'ont pu être les années Hollande en termes de politique de l'offre, en termes fiscal, en termes de Manuel Valls, de déchéance de nationalité, de loi travail, enfin tout ça c'est plutôt des choses qui crispent à gauche plutôt que qui rassemblent. En revanche, la dernière époque un peu heureuse ou en tout cas nostalgique de la gauche au pouvoir avec des vraies avancées sociales et un bilan qui était quand même significatif, c'est les années de gauche plurielle de Lionel Jospin. Donc c'est plus le fait que Lionel Jospin, on peut pas lui faire le procès de la trahison avec la gauche puisqu'il a plutôt été à la tête d'un gouvernement dont la gauche dans son ensemble était fière et continue à être fière aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est plus à cette aune-là que ça inscrit dans une histoire un peu plus longue et qu'il y a autant, je pense que le fait que quand François Hollande monte un peu trop au créneau, ça a tendance à braquer beaucoup de gens à gauche. Quand il fait la une de la Tribune Dimanche, par exemple, il y a 10 jours pour se féliciter des discussions et de la non-censure lors de la première motion de censure des socialistes. Voilà, là-dessus, je pense que ça lui fait du bien à lui, mais ça apaise pas les choses au sein de la gauche. Lionel Jospin, je pense que ça fait pas déplacer une voix, mais ça montre en tout cas, ou en tout cas, ça donne un point d'appui à ceux qui disent qu'on peut être de gauche
ce qui n'empêche pas qu'il n'ait pas été lucide à la fin de son quinquennat, il y a un certain nombre de l'État ne peut pas tout. Enfin, c'est pas du tout pour dire que Lionel Jospin était parfait. Hein. Il incarnait aussi une forme de début de décrochage de la gauche avec une partie des angoisses et des difficultés des classes populaires. Donc tout n'est pas parfait, mais quand même il y avait un vrai bilan social qui est indiscutable. Donc, et après ça incarne le fait qu'il y a toujours eu deux gauches ou trois gauches, quoi. Au moins deux gauches, quoi. Et c'est historiquement le cas. Donc il faut pas faire semblant de se dire oh là là, mais c'est dramatique, on n'avait jamais vu quand même qu'il puisse y avoir d'un côté une gauche de rupture et de l'autre une gauche un peu plus social-démocrate, sachant que y a pas la gauche, elle est forte et elle est puissante quand elle arrive justement à trouver une synthèse, non pas une synthèse molle, mais une synthèse exigeante et surtout une synthèse qui donne du poids dans les urnes pour tenir ces deux bouts-là, quoi. C'est-à-dire mais bon, ce qui est compliqué, c'est comme Mélenchon s'est construit dans cette rupture et cette dissociation avec la gauche de gouvernement qui finissait par être pas tellement de gauche quand elle était au gouvernement. Voilà, mais simplement les dernières années, elles ont aussi montré par la NUP et par le Nouveau Front Populaire qu'au-delà même des partis politiques, il y avait un espèce de tissu social, associatif, presque plus large que les partis politiques, qui considèrent que voilà, il y a une gauche qui est plurielle dans son historique, plurielle dans sa façon parfois d'exercer la responsabilité publique, mais que c'est que rassemblée que la gauche peut peser, quoi. Il y a aussi Tranche qui pose une question par rapport à l'actualité d'hier et le cas très précis de l'élection municipale de Villeneuve-Saint-Georges et qui dit LFI a échoué. Donc hier, Louis Boyard a été battu au deuxième tour de cette élection municipale à Villeneuve-Saint-Georges par la maire Madame LR. Eniasme, c'est ça, ouais. LR, ouais. On sait que les partis du NFP préparent les municipales de 2026, en particulier dans les grandes villes, qui sont elles-mêmes impactées pour beaucoup par l'incertitude sur le budget de l'État. À quel point peut-on donc imaginer que ça sera impactant dans les relations entre partis du NFP d'ici là ? Alors ça, je crois que Charlotte Belaïch a publié un papier dans l'IB autour justement de cette question des municipales. Elle est très compliquée, cette question des municipales, parce que si on s'en tient à la température actuelle, on a plutôt LFI, alors juste pour photographie un peu générale, LFI est très faible dans les mairies. En gros, ils ont très peu de mairies, et c'est pas une élection dans laquelle ils ont beaucoup misé les fois précédentes. Les socialistes sont historiquement à la tête d'un certain nombre de villes, et il y a toujours eu une réalité plus forte du socialisme municipal. Les écolos, lors des dernières municipales, ont conquis un certain nombre de villes, que ce soit la ville de Lyon, que ce soit la ville de Bordeaux, que ce soit c'était plutôt une poussée écolo dans les villes. Là, il y a visiblement des velléités de LFI de se servir des municipales, en tout cas comme un outil de rapport de force. Et c'est en ça qu'on mesurera le degré de la volonté de dramatiser ou pas. En l'état, il y a LFI se lance. Par exemple, on a vu que Jean-Luc Mélenchon était en déplacement à Toulouse aux côtés de François Piquemal, qui est candidat. On sait que dans un certain nombre de villes, il y a la velléité de dire il y a la volonté d'LFI d'y aller tout seul face à des maires sortants, même socialistes ou écolos. Moi, je pense que tout n'est pas consolidé, honnêtement. Que là, il y a un moment où chacun dramatise, où chacun appelle l'autre à la raison, où chacun veut remporter le morceau en montrant qu'il est majoritaire. C'est-à-dire, si tout d'un coup les socialistes censurent, les insoumis diront c'est bon, nous on disait ça depuis le début, les socialistes sont revenus à la raison, revenus à la maison, mais d'une certaine manière, c'est eux qui auront eu le lead politique de dire vous vous êtes perdus dans des discussions avec ce gouvernement-là, mais c'est nous qui avons tenu le cap de la censure. Si les socialistes décident de poursuivre dans cette idée de non, on censure pas, mais on continue à avoir une discussion pour obtenir des petites avancées, chacun affirme sa singularité et il n'est pas anormal, il est même possible qu'au municipal, il y ait au premier tour des candidatures un peu diverses, comme on a pu le voir aux européennes. Après, l'enjeu, c'est le rassemblement au deuxième tour. Si on prend le cas de Villeneuve-Saint-Georges, il y avait des candidatures diverses de gauche au premier tour. Il y a eu l'impossibilité de fusionner parce qu'il y avait un candidat sur la liste de Louis Boyard qui a eu des déclarations inassumables, en tout cas qui ont posé problème à une grande partie de la gauche de façon légitime, et les insoumis se sont braqués, n'ont pas voulu le retirer de la liste, donc il y a eu un soutien des autres listes de gauche, mais pas de fusion des listes. Voilà, moi je trouve que ce qui serait une dynamique vertueuse, c'est qu'à la limite chacun présente son option au premier tour, parce que voilà, c'est aussi la pluralité des partis politiques, c'est d'être représenté dans ces premiers tours-là, avec l'engagement de fusionner au deuxième tour
parce que le Rassemblement est le seul moyen pour la gauche de peser. Mais là, c'est une claque quand même pour LFI, parce qu'ils étaient la seule liste de gauche au deuxième tour, ils étaient quand même soutenus par les autres listes de gauche, et ils avaient 2 listes de droite en face. Donc c'est vrai que dans le terme de laboratoire de la puissance insoumise au municipal, là, voilà, il y a eu un côté quand même, je pense que même si eux minimiseront, et ils ont même tendance à dire que c'est un succès, si j'ai bien lu les notes de blog ou les commentaires, parce qu'ils ont progressé par rapport à la fois précédente, mais voilà, en termes d'équation politique, ça veut dire une liste de gauche conduite par LFI avec le soutien de toutes les autres listes de gauche perd au deuxième tour face à 2 listes de droite. Ça, c'est difficile d'en faire un succès. Pour en revenir à notre sujet de base sur la potentielle censure du gouvernement de Bayrou, j'avais aussi une question sur ce qu'on a pu entendre comme déclaration du Premier ministre il y a quelques jours maintenant, qui avait fait polémique sur le sentiment de submersion migratoire partagé par beaucoup de Français, avait-il dit. Est-ce que ça peut laisser des traces, et notamment à gauche, où c'est le genre de truc qui va passer un peu inaperçu? Non, ça laisse des traces très fortes, quoi. C'est en ça d'ailleurs, parce qu'à la limite, c'est pour ça que c'est difficile. En fait, il y avait 2 façons de lire déjà cette phrase-là sur est-ce que c'est simplement un clin d'œil au RN, parce que l'enjeu que le RN ne censure pas était aussi un enjeu pour François Bayrou. Est-ce que c'est simplement qu'il est... parce que c'est pas quelqu'un qui a des propos outranciers sur ces questions-là habituellement, et que ce terme, je pense pas qu'on puisse l'utiliser par hasard, quoi. Il est tellement typé. Donc alors lui expliquera qu'il a pas il a pas affirmé qu'il y avait une submersion migratoire, mais qu'il a dit qu'il fallait tenir compte du fait qu'une majorité de Français avaient le sentiment de cette submersion migratoire. Donc ça s'entend en même temps comme nuance, quoi. Après, ça n'empêche qu'on peut dire ces choses-là en disant que la question de l'immigration est une préoccupation pour les Français. Envoyer ce signal-là de dire je suis pas aveugle à cette réalité-là, et je pense qu'il y a plein de responsables de gauche qui en sont aussi conscients. Après, il faut aussi avoir en tête que la façon de parler de l'immigration, elle est tellement connotée, tellement typée, tellement vérolée depuis maintenant de longues années par la droite radicalisée, l'extrême droite, avec une façon de parler qui est quasiment la même aujourd'hui, et que entre un Bruno Retailleau et un RN, effectivement, on a du mal à distinguer qui est de droite soi-disant républicaine et qui est d'extrême droite, parce qu'ils parlent tous de français de papier, ils veulent tous remettre en cause le droit du sol, ils disent tous plus ou moins ouvertement qu'on est face à une submersion ou un grand remplacement. Donc ça a été un truc qui a beaucoup heurté les socialistes, les écolos, les communistes et les insoumis, c'est-à-dire la gauche, et même côté macroniste, il y a au sein des partis macronistes, c'est pas non plus leur façon ils souhaitent pas que ces questions-là soient posées de cette manière-là. Donc il y a une faute de François Bayrou. Est-ce que c'est une faute en conscience, en disant je sais très bien les dégâts que je vais faire, mais j'ai besoin, s'est-il dit, d'envoyer ce signal au RN? Ça, c'est très cynique, mais c'est pas impossible. Est-ce que c'est une façon de dire les choses où vous avez le sentiment de prendre les précautions nécessaires, parce qu'il parlait non pas d'une submersion, mais du fait qu'une majorité de Français la ressentent? Bon, je sais pas. Tout ça, c'était assez crado quand même. Les sondages qui ont suivi étaient encore plus crado. Je sais pas si vous avez vu passer un sondage en disant et des analyses en disant en fait Bayrou joue l'opinion. Mais en fait, le sondage, la question qui était posée, c'était en mettant de côté votre opinion personnelle, est-ce que vous-même vous considérez que les Français ont le sentiment qu'il y a une submersion migratoire? Au bout d'un moment, on est dans un truc complètement de corne-cul. Donc je pense que c'est important aussi, et c'est là où je pense que le discours de Jean-Luc Mélenchon sur ces questions-là, il est important, de parler de la France telle qu'elle est, de parler de la France dans sa diversité, d'assumer non pas les termes de l'adversaire, mais de proposer une autre lecture, la France créolisée aussi, comme il pouvait dire au moment de la séquence présidentielle ou législative. Donc voilà, je pense qu'il y a une gauche qui doit tenir compte du fait que la question migratoire est une source d'inquiétude pour beaucoup de Français, avec un truc où le débat a été très mal posé, avec une forme de lavage de cerveau. Donc il faut affirmer d'autres valeurs sans complexe et sans se laisser enfermer dans une vision purement comptable et déshumanisée de cette question migratoire, quoi. Pour conclure nos discussions, Jonathan, est-ce qu'on peut se risquer à un jeu de pronostic sur ce gouvernement, ou est-ce que c'est vraiment impossible dire là, à l'heure actuelle? C'est vraiment très compliqué, parce que côté RN, dans certaines circonstances ils ont censuré, dans d'autres circonstances ils n'ont pas censuré. Si je me souviens bien du commentaire général la dernière fois qu'ils ont censuré avec le NFP, et que du coup ça a fait tomber le gouvernement Barnier, beaucoup de commentateurs dans les pronostics étaient en train de dire qu'elle n'avait aucun intérêt à censurer. Le RN, en gros, c'est assez simple, ils sont dans une dualité, ils ont une base historique qui a envie de censure, qui est toujours très anti-système, qui
qui a cette envie voilà, de continuer à censurer le gouvernement. En même temps, ils essayent quand même d'incarner un parti soi-disant plus sérieux, plus notabilisé, qui a vocation à exercer le pouvoir. Donc ils veulent se dissocier aussi de ce qu'ils appellent et ce que la Macronie appelle les artisans du chaos, quoi. Donc c'est un côté, ce serait plus responsable de leur part. En tout cas, ils espèrent apparaître comme plus responsables s'ils ne censurent pas. En même temps, c'est le risque d'incompréhension d'une partie de leur base. Donc voilà, ils sont dans cet entre-deux. Donc moi, je serais incapable de dire, et je pense que beaucoup de députés RN, d'ailleurs, on a entendu des sensibilités différentes s'exprimer ces derniers temps. Hein. Jean-Philippe Tanguy, par exemple, qui était dans la commission mixte paritaire, il est sorti, on avait le sentiment que le RN allait censurer du tac au tac parce que dans sa bouche à lui, ça semblait évident. Quand on entend Jordan Bardella et Marine Le Pen derrière, ou des gens un peu plus zélés, les porte-paroles type Julien Audoul, on sent que c'est beaucoup plus une question stratégique qu'une question de fond. Et de l'autre côté socialiste, moi je fais le pari qu'il y aura plus. La dernière fois, il y avait eu 8 socialistes qui avaient censuré le gouvernement Bayrou, alors que la position déterminée par le parti était la non-censure. Là, je pense que même dans un cas où la position serait la non-censure, ce nombre de 8 va augmenter. Donc après, c'est ce que j'ai dit au tout début du chat, il faudrait pour que le gouvernement tombe que, 1, le RN décide de censurer, 2, que 23 des 66, si je ne me plante pas, députés socialistes, donc 15 de plus que la dernière fois, décident de censurer contre l'avis officiel du parti, quoi. Donc, ça fait des probabilités, hein, c'est toujours un exercice intéressant. Moi, je pense qu'il y a plus de chances que ce gouvernement Bayrou passe le cap. Ça ne voudra pas dire qu'il sera renforcé, il restera toujours aussi faible et toujours à la merci d'une censure. Oui, parce que même s'il passe là, cette semaine... il peut retomber sur le budget de la Sécu, quoi. Par exemple, à chaque fois, de toute façon, il peut y avoir le feuilleton des motions de censure, il est loin d'être fini, comme le feuilleton des 49.3, il est aussi loin d'être fini. Donc voilà, après, c'est... alors je me mouille un tout petit peu, moi j'aurais tendance à dire que... putain, j'espère que... Il y a des clips qui sont en train d'être faits là. Non, mais j'aurais tendance à dire qu'il y a moins de chances que ce gouvernement tombe que le gouvernement Barnier la dernière fois. Après, on n'est jamais... je sais pas. Honnêtement, nous, on a plutôt tendance à essayer d'expliquer ce que sont les questionnements qui traversent chaque parti. Et vu comment j'ai pas été clair, on se rend compte que c'est complexe. J'ai l'impression que le RN est coincé entre la base poujadiste, commerçant patron, la stabilité et la base ouvrière dégagée. En fait, le RN, ils sont dans donc leur base très anti-système, qu'on l'appelle poujadiste ou autre, mais très anti-système, et de l'autre côté, la volonté, ils savent que, en tout cas côté Bardella et une grande partie des cadres, c'est côté LR qu'ils veulent aller récupérer les électeurs qui leur manquent pour être majoritaires. Donc c'est là où eux, ils sont pris dans un double truc de plus retailler au reste, plus il satisfait l'électorat LR, voire il finit par repermettre à LR d'avoir une forme d'espace politique, et en même temps, il fait des choses qui conviennent plutôt à l'électorat RN. Donc voilà, est-ce qu'ils veulent dire stop à ça en disant c'est compliqué. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une position unanime du RN et des votes disparates côté PS. Dans le chat, on nous dit merci pour ce point météo, monsieur Boucher-Petersen. Non, mais c'est dur la météo, hein. C'est pas une science exacte comme vous le savez. Après, ce qu'il faut simplement, c'est accepter la complexité, quoi. C'est-à-dire que les sujets sont complexes. Il n'y a pas forcément de bonne et de mauvaise solution. Et juste pour que chacun soit clair à gauche, il n'y a pas un parlementaire de gauche qui a apporté son soutien à ce budget par un vote positif. Que ce soit au Sénat quand la question s'est posée, que ce soit en commission mixte paritaire. La gauche est contre ce budget. Maintenant, est-ce que être contre ce budget doit forcément amener à faire tomber ce gouvernement ? Là, j'allais dire, chacun est libre de sa position et il ne faut pas forcément chercher à imposer ses vues aux voisins. Il faut être capable d'accepter des nuances, des sensibilités, des visions un tout petit peu différentes. Ça ne veut pas dire que ce qu'il y a de commun à gauche ne doit pas être travaillé, mis sur la table et que dans toute la discussion budgétaire, on a aussi vu que la gauche était capable de se rassembler pour voter des choses en commun et c'est peut-être la seule bonne nouvelle du moment. Eh bien, merci beaucoup, Jonathan, d'être venu discuter de la situation politique complexe actuelle que vous pouvez suivre dans le chat sur le site de Libération. Merci beaucoup, Jonathan, et à bientôt. Je réfléchis à tout ce que j'ai dit, est-ce qu'il faut que ce soit rediffusé ? Je me dis, putain, ça va être caduc. On va rediffuser vite pour... Voilà, parce que très vite, je vais passer pour un con. Bon, on en reparlera bientôt, en tout cas avec plaisir. Merci beaucoup tout le monde et à bientôt.